Rendez-vous à l'hôtel des Tilleuls. En ce jour de promenade, plus à l'ouest du lac du Bourget, on distinguait très bien de notre poste d'observation la Dent du Chat, haut promontoire calcaire situé au loin dans le massif du Jura. La brise passante, venue de Natage, soufflant par intermittence, et le léger courant de surface laissait sur ce bras du Rhône dériver, sans trop l'éloigner du bord, l'embarcation de bois vers des coins plus propices à la navigation. La canne en bambou, tenue bien ferme sur le rebord de l'antique barque, attendait avec une patience de saint sa pitance du soir. À l'ose peut-être, une truite ou un ombre, pourquoi pas, ou mieux une carpe assoupie, attendant ses proies à l'affût, là où se déposent les alluvions du fleuve à l'abri d'herbiers, d'arbres immergés ou de cassures d'eau, ou bien encore en deçà d'une vieille souche noyée, gorgée d'écrevisses. Bien pensif, le pêcheur, dans l'espoir d'un prochain repas à frire, se rappelait les discussions sans fin qu'il avait eues, il y a bien longtemps maintenant, avec le doux Jean Chapas, sur ces techniques de pêche, l'amorce pratiquée, composée d'un mélange de maïs et de chènevis, et surtout ces bons endroits que le cher ami dispensait avec parcimonie. Chapas, entre deux prises, aimait aussi parler fréquemment, au cours de ses parties improvisées, de ce curieux bonhomme de Lyon, qu'il connaissait depuis toujours, disait-il, et avec qui il pratiquait un curieux magnétisme curatif, comme je pensais, pour ma part, qu'il en avait toujours existé dans nos campagnes. Mais laissons cela pour l'instant. L'excursion que nous ferons aujourd'hui s'effectuera en Savoie, en bordure de Rhône d'abord, puis sur les terres natales de M. Philippe, car c'est bien de lui qu'il s'agit. Parti de Lyon, par exemple, nous ferons à rebours le sentier qu'emprunta à pied, à l'âge de 14 années, le jeune Nisier Anthelme, pour aller retrouver son oncle maternel, boucher de son état, afin d'exercer le métier de commis dans l'ancien quartier de la Croix-Rousse. Chemin faisant, laissant derrière nous la plaine du Dauphiné, c'est à Yenne qu'il nous faudra arriver pour aller ensuite à Loisieux et enfin au Rubatier, un petit hameau savoyard de quelques âmes où naquit, à 3 heures du matin, un 25 avril 1849, Anthelme Nisier Philippe. Bien que le fait soit seulement connu de quelques initiés et sacrifiant aux coutumes d'il y a quelques années encore, mais maintenant perdu par les dernières générations, après avoir laissé derrière nous une large courbure du Rhône, nous n'oublierons pas, en montant à Loisieux, le long de la route qui serpente à travers vignes et blés, une halte convenue à l'hôtel des Tilleuls. C'est dans cet hôtel cossu, d'apparence carrée et massive, hors d'âge pour tout dire, belle bâtisse abritée du soleil par un magnifique tilleul planté au coin de la cour, à la décoration intérieure surannée, que se retrouvaient, au début du siècle dernier, quelques dames âgées de la bourgeoisie lyonnaise, venues en nombre l'été se reposer des tumultueuses cavalcades de la ville. La maisonnée était tenue par une bienveillance naturelle par la famille Lachan. C'est là aussi que séjournèrent parfois, dans les années 1960, prenant la suite de Jean Chapas, André Savoret, 1898-1977, accompagné parfois de François Trojani, un ami sincère, une connaissance d'Eugène Cancelier, alchimiste parisien féru de traditions hermétiques et fin kabbaliste.
Ils venaient tous ici sentir l'air pur du temps, sans doute, dans ce lieu mythique que certains n'hésitèrent pas à qualifier, par allégorie, de Jérusalem céleste, et aussi rencontrer au Rubatier celui que l'on nommait avec affection le Père Ernie, proche voisin d'une maison qui avait abrité en son temps la famille Philippe Vachot. Un saint guérisseur opérant des miracles à Lyon. En haut de la colline Émeraude, arrivé à Loisieux, la première architecture d'importance qui frappe le regard est le clocher de la petite église Saint-Nizier, la même où fut baptisé Anthelme Philippe, qui porta donc aussi le prénom peu usité de Nizier. Le petit Philippe sera l'aîné de 5 enfants. La famille de paysans savoyards est très modeste et surtout très pieuse. Les Philippe possédaient de simples terres en pâturage, des vignes et quelques bêtes de ferme. On connaît l'anecdote souvent rapportée sur M. Philippe, qu'il n'est pas inutile de relater ici. Sa mère, lorsqu'elle était enceinte, rendit visite au curé d'Ars. Celui-ci lui aurait confié que l'enfant à venir serait un être très élevé. Signe du destin, le jour de sa naissance, haut dans le ciel, une étoile brillait de 1000 feux, rapporte-t-on, et tous les habitants du village stupéfaits revirent le jour de son baptême le même signe dans le ciel. Parmi les 4 autres enfants, Philippe avait un profond respect et affection pour son frère Benoît, qui était surnommé par ses proches le Saint. Celui-ci mourut à l'Arbrel de la variole en 1881. Monsieur Philippe aurait dit de lui plus tard « S'il avait vécu, nous aurions fait de belles choses ». Éric Fougeret a retrouvé récemment un document exceptionnel relatant le parcours religieux de Benoît Philippe, frère de Nizier, que l'on ne pensait pas aussi engagé dans l'Église catholique. Voir illustration d'archives, document inédit. Nous signalons donc, pour la première fois, que Benoît Philippe était frère de la congrégation de Saint-Jean-Baptiste de la Salle, 1651-1719, regroupement religieux fondé en 1684 sous l'appellation d'Institut des frères des écoles chrétiennes. Benoît Philippe, en tant que lassalien, fera à 18 ans son noviciat à Chambéry le 16 août 1873 et prendra l'habit le 21 novembre de la même année. Il sera employé l'année suivante, en 1874, pour faire l'école dans les petites classes dans la commune d'Albin, Savoie, et renouvellera ses vœux annuellement en 1876, 1877, 1878, 1879. Il sera maître d'école le 11 avril 1877. Benoît, fatigué, très amoindri, quittera l'ordre le 9 octobre 1879 pour se rendre à Loisieux, au domicile familial. Il est alors âgé de 24 ans. Au cours de l'année 1880, toujours malade et fortement affaibli, il part de Loisieux pour se rendre à l'Arbrel dans le courant de l'année 1880 et décédera dans les bras de M. Philippe en 1881, le 5 février. Une semaine plus tard, le 11 février, c'est au tour d'un autre Benoît, Albert Benoît, le propre fils de maître Philippe, âgé de 3 mois, de partir bientôt rejoindre les anges. Victoire, la fille de M. Philippe, a alors 2 ans, et il lui reste seulement 23 ans à vivre. Elle décédera, elle aussi, à l'Arbrel. Un 3e deuil pour un 3e tombeau qui se referme pour toujours. C'en est trop alors pour le maître Philippe qui confessera à son entourage proche se sentir crucifié vivant. Mais revenons à Saint-Nizier. Qui donc était ce Saint Nicétius, ou Saint Nizier, 513-573, natif de Bourgogne semble-t-il, évêque de Lyon en 552. Grâce à son neveu Saint Grégoire de Tours, premier historien de l'Église et des rois francs,
nous en savons un peu plus sur ce personnage bien énigmatique, si tendrement aimé des Lyonnais, toujours charitable envers les plus pauvres, et qui opéra aussi de nombreux miracles durant la période de son ministère épiscopal. On le disait aussi chasseur de démons et exorciste. Saint Nizier fut guéri lorsqu'il était enfant par le miséricordieux Saint Martin de Tours, 316-397, d'une tumeur au visage, nous rapporte précisément l'historien auvergnat. Nous aurons l'occasion de revenir un peu plus sur ce saint qui découpa avec son glaive sa tunique en deux pour en faire don à un pauvre. Un saint ô combien charismatique, un des plus beaux symboles de l'Occident chrétien qui, décidément, a de ne cesse de nous interpeller à chaque fois que nous cheminons pas à pas sur les traces des grands mystiques que nous aimons. Une toute petite maison au toit de Looz. Au Rubatier, ce qui surprend avant tout lorsque l'on visite la petite maison de pierre partiellement crépie, au toit d'ardoise et de lauze, c'est surtout l'exiguïté des pièces. L'émotion est intense. Seulement une pièce commune à vivre, au rez-de-chaussée, face à l'entrée, et 2 petites chambres à l'étage, une pour les parents, une pour les enfants. On imagine sans peine la famille Philippe dans les années 1860, le pater récité, assise pour le repas devant la table, une cruche d'eau à boire placée là sur un apron brodé, blanc et rouge, en motif de cœur savoyard, un chat domestique ronronnant devant l'âtre, une marmite posée à même le sol et le crépitement doux des bûches d'hiver dans la grande cheminée. Une pendule ancienne plaquée contre le mur marque l'heure. La journée éreintante se termine enfin célébrée par les lourds travaux des champs, les bêtes à nourrir, les outils à réparer, l'eau du puits à charrier. Seul le rythme lancinant et saisonnier de la course du soleil dans l'azur indique chaque jour aux paysans fourbus de tâches la marche à suivre. Tous les jours identiques. À la fin de sa vie, lors d'un retour à Loisieux, Maître Philippe confiera à Olga Marchal. Ah, que je me suis ennuyé, que je me suis donc ennuyé là. Il faut bien comprendre l'attirance que pouvait avoir la grande ville pour un jeune adolescent comme Nizier. Dès l'âge de 13 ans, sans autre procédé visible que la prière, le garçonnet réalisait déjà des guérisons miraculeuses. Le départ pour Lyon était proche. Il me plaît que... Les souvenirs rapportés par l'entourage de M. Philippe concernant son enfance à Loisieux nous amènent à décrire en cette fin de ballade quelques lieux précis qu'il faut connaître lorsque l'on veut cheminer à pas comptés sur les traces du thaumaturge exceptionnel que fut Nizier Philippe. Outre le petit cimetière à l'écart du village où reposent les aïeux du maître, le rocher de Glaise, où il aimait jouer avec ses frères, quelques anecdotes en font foi, la chapelle Saint-Martin et la Vierge de Yenne restent 2 endroits incontournables que nous désirons aujourd'hui mettre en lumière. Ils sont la résultante de témoignages que nous avons recueillis ces dernières années, ceux-ci recoupés avec une tradition orale plus ancienne, parfois contenue dans certains carnets. La petite chapelle Saint-Martin, engloutie au milieu d'une forêt de lierre grimpant, menaçait ruine. Il y a encore quelque temps, elle est aujourd'hui parfaitement restaurée. Située derrière la maison familiale des Philippe, 2 chemins peuvent y conduire. Pour plus de facilité et dans le strict respect du lieu, le marcheur pourra laisser son véhicule sur le parking des chasseurs à La Bully et continuer sa route à pied. Le parcours qui y conduit est simple et sans embûche majeure, à mi-chemin, légèrement contrebas du vallon, que vous emprunterez, et selon la saison où vous aurez l'occasion d'arpenter cet itinéraire bucolique, vous aurez la chance de pouvoir découvrir, à quelques mètres du bord du sentier, de superbes ruches réalisant un miel dit de toutes fleurs, butiné par des abeilles à partir de nectar de pissenlit, de framboisier, trèfle et serpolet. Arrivé ensuite au sein d'une vaste clairière, la chapelle Saint-Martin se niche derrière une belle futaie. Elle vous conviera volontiers à la méditation,
C'est à cet endroit que Nisier Philippe, laissant vaquer un moment son troupeau, venait régulièrement prier. Faisant suite et reprenant notre parcours en laissant au zénith le très fascinant mont du Chat, redescendant de Loisieux vers Yenne, l'ascension finale à la Vierge et à Notre-Dame de la Montagne s'impose. Le point de vue sur le Rhône y est tout à fait sublime. L'édifice religieux se trouve à demi encastré dans les fondements d'une tour conique construite à partir de gros blocs de pierre brute. Au sommet de la construction, façonnée en piédestal, une statue de la Vierge domine le paysage environnant. La sculpture fut réalisée par Joseph Hugues Fabiche, 1812-1886, sculpteur officiel du diocèse de Lyon, celui-là même qui réalisa quelques années auparavant la somptueuse Vierge de Fourvière. Cette sculpture en est d'ailleurs la reproduction fidèle, à une échelle plus réduite. Son inauguration eut lieu le 16 juillet 1866, devant une foule empressée de 6000 fidèles. Le lieu sacré aujourd'hui isolé et peu visité, entouré de pins, il possède une aura magnétique véritablement envoûtante. Selon des propos rapportés par le maître Philippe en son temps, une tradition orale signale que le jour où la cloche d'argent de la chapelle Saint-Martin tintera, alors dans les temps noirs impartis, la Vierge de Yenne aura les pieds dans l'eau et les 4 cavaliers de l'Apocalypse accompliront alors leur office. Mais laissons là, pour l'instant, ces funestes augures pour revenir en toute quiétude sur les bords du Rhône et entamer en barque une partie de pêche que seuls pourront nous envier les connaisseurs.